Donc ce soir, un débat très intéressant sur l'engagement en formation. Et finalement, en Figital, ça donne quoi? Pascal, je crois que tu as une petite annonce à faire avant de commencer le débat avec Pierre. Eh ben, en tant que président du club du développement RH, déjà, je suis particulièrement heureux de clôturer ce dernier plateau télé de l'année, dans une année, on le sait tous, qui nous a bouleversés, qui nous a remis en question, qui nous a poussés et peut-être même obligés. Hein, c'est peut-être ça qui est intéressant et qui raccroche aujourd'hui le thème de ce dernier plateau. Au bout du compte, effectivement, tout ce qu'on a vécu, on l'a fait un peu à marche forcée cette année. Et là, ce soir, on vous propose de se poser 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure en tout sur l'ensemble de l'événement, pour essayer déjà de définir ce qu'est ce terme de Figital, entre le distanciel, le présentiel, le digital dans tout ça. Je pense qu'on reviendra, ce sera l'objet. Mais justement, on a le plaisir d'accueillir Pierre Nave, qui est docteur en sociologie, qui travaille depuis 2017 chez Conseil et Recherche. Hein, il présentera ce qu'est Conseil et Recherche. Et donc, il travaille beaucoup sur l'innovation, la formation, les mutations du travail. Et justement, ce qu'on vous propose, c'est un rétex croisé entre le chercheur, Pierre, et moi-même, qui a bénéficié, qui a été acteur, puisqu'on a été mis en position très active dans cette recherche collaborative. Et donc, le regard croisé entre le chercheur et, j'allais dire, l'opérationnel, que je vais essayer de représenter, qui a mis en œuvre, ou qui met en œuvre des éléments de cette recherche collaborative. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer une petite présentation peut-être de Conseil et Recherche, ce qu'est Conseil et Recherche, ce concept, et puis moi je vous dirai dans quel contexte on a démarré ça avec Format Post. Okay. Merci Pascal, merci Alain de cette invitation. Donc Conseil et Recherche, on est une petite agence de recherche appliquée spécialisée dans la recherche partenariale en sciences sociales. Notre mode de fonctionnement, c'est d'impliquer les acteurs et les entreprises avec lesquelles nous travaillons dans la coproduction des savoirs et de nos recherches. Donc, on travaille, comme le disait Pascal, sur 3 sujets principaux qui sont les mutations du travail au sens assez global, l'innovation et la formation. Et entre décembre 2019 et novembre 2020, nous avons mené avec le Format Post et 4 autres entreprises qui sont toujours d'ailleurs, l'AMAIF, le groupe Vive, Pôle Emploi et l'IFCAM, nous avons mené une recherche collaborative sur l'expérience apprenant et l'engagement en formation. Alors, l'ambition de cette recherche était de parvenir à identifier les principaux facteurs qui influencent l'expérience apprenant et l'engagement dans la formation à travers 3 axes de recherche. Le premier étant les cadres organisationnels, en quoi ces cadres permettent aux apprenants de s'engager en formation. Le second, c'était sur les dispositifs de formation, en quoi ils sont apprenants, en quoi ils mettent en capacité d'apprendre. Et le dernier, c'était sur les situations de travail, en quoi elles sont engageantes et apprenantes. Et alors, je ne vais pas vous présenter Format Post parce que ce n'est pas l'intérêt, mais pourquoi ça nous a paru intéressant de nous engager, parler d'engagement, dans cette recherche collaborative, puisque au bout du compte, l'engagement en formation pour un OF, c'est le cœur. Maintenir et réussir à ce que les apprenants ne décrochent pas, c'est derrière l'assiduité, on sait très bien qu'il y a un problème d'absentéisme, les ruptures, et donc c'est fondamental pour nous se poser la question de comment on améliore l'engagement, c'est au bout du compte réduire des décrochages. Et on le sait, alors nous on travaille sur le CAP au master, ça ne va pas se poser de la même façon entre des CAP, des premiers niveaux de qualification et des masters, mais la question de réussir à les intéresser, et on est dans un monde qui est multi-intérêt, où il y a beaucoup de sollicitations, c'est le cœur d'un OF qui doit se poser cette question. Et alors on a, comme on est un CFA, un centre de formation d'apprentis, OFA, maintenant, on appelle ça des organismes de formation par alternance. On a aussi la question de sa double vie. Il vit une partie en entreprise en tant que salarié et une partie en formation à l'OF en tant qu'étudiant. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui se jouent pas de la même façon quand on est un OF temps plein ou un OF qui travaille beaucoup sur la formation d'alternance. Donc on a trouvé totalement intéressant d'intégrer cette recherche collaborative et on a redéfini au-delà de l'expérience apprenant, l'engagement dans la formation, on s'est accaparé, j'allais dire, la question et on l'a un petit peu transformé pour dire, au bout du compte, comment on améliore ce que l'on arrive à récupérer de sa vie, de son expérience en entreprise
pour en faire des contenus et rendre une dynamique encore un peu plus intégrée entre la formation en OF et la formation, sa formation, parce que pour le coup, elle devient très personnalisée. Chacun vit ces choses dans l'entreprise. Et comment on arrive peut-être, au travers de cette recherche collaborative, à déceler des leviers qui nous permettront de mieux intégrer les deux. Alors, on peut peut-être commencer par le Figital. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est une contraction, c'est revenu beaucoup sur le devant de la scène. Quand on a préparé cette... on est parti sur le Figital, il y a du distanciel. Le chercheur que Pierre avait, il nous a dit « Ouh là là, et vous êtes emballé un peu parce que le Figital, c'est d'abord du présentiel. » Alors, Pierre, c'est quoi? Et tout à fait. Le Figital, c'est un joli néologisme qui va caractériser la manière dont les outils digitaux sont intégrés dans de la formation en présentiel et pour créer du présentiel augmenté et dont on espère qu'il sera plus engageant, évidemment. Donc le premier point, c'est que le digital learning ne renvoie pas qu'au format d'apprentissage à distance, mais peut être évidemment intégré dans les formations présentielles. Et on voit avec la sphère EdTech qu'il y a un énorme mouvement pour faire du digital en présentiel, pour développer le digital distanciel, évidemment, notamment dans la situation de crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, mais de plus en plus aussi pour l'intégrer dans la formation présentielle. Il y a un acteur particulièrement important qui est France Immersive Learning, qui travaille vraiment sur ces questions de fond. Et donc, pour vous donner quelques exemples d'environnements de formation Figito, ça peut être l'utilisation d'outils d'animation de réunions collaboratives comme Bicast ou Klaxoon qui permettent de créer des quiz, des évaluations, des parcours d'apprenance pour enrichir évidemment la formation. Mais il y a également, on peut utiliser des casques de réalité virtuelle ou des dispositifs de réalité augmentée pour simuler des situations, par exemple dans le cadre de la formation à la vente, par exemple, ça permet de se plonger via le casque dans une situation de vente avec un avatar et ça permet vraiment de dépasser la simple simulation et le jeu de rôle pour se plonger véritablement dans la situation. Et alors, nous, peut-être que tout le mouvement qui s'est opéré un peu à marche forcée a peut-être dit, parce qu'on n'a pas eu le temps de se poser, il a fallu le faire très très vite, dans notre monde, nous, mais c'est plein d'autres, l'événementiel, on en parlait, c'est pareil, il y a tout un tas de sujets qui a été obligé de se réinventer très vite. On nous a dit, moi je me rappelle, le premier confinement, on doit être le 14 mars de mémoire, on entend le président de la République, et j'ai du mal à croire ce qu'il dit quand même, il va falloir dans 2 jours que vous basculiez tout le monde en distanciel. Et là, on commence à s'activer, on commence à se dire, c'est quoi mes ressources, qu'est-ce que j'ai? Et forcément, on a avancé, on a innové, on s'est sans doute trompé sur des choses, mais on a essayé de transporter tout ce qu'on faisait en présentiel. Et alors moi, j'ai un exemple, c'est on a un RapidMOOC, c'est un petit studio de production de MOOC, où tout l'intérêt pour recréer un peu ce que tu dis, c'est comment je mets derrière la caméra et devant la caméra, comment ils deviennent scénaristes, metteurs en scène, acteurs et producteurs du savoir. Et donc ça, alors il y a eu un petit coup d'arrêt parce qu'on n'a pas pu les accueillir pendant quasiment toute l'année, on va dire. Mais le projet avec notre RapidMOOC, ça s'appelle RapidMOOC, c'est comment de préparer tout ça, ça fait des leviers pédagogiques. Tu fais travailler les premiers niveaux sur le français, la communication. Si tu veux pas retomber dans les travers de l'école, de ce qu'ils ont vécu, il faut trouver des sujets très opérationnels qui correspondent à leur métier. Et là, nous, l'idée, c'est de les faire à la fois écrire un contenu de cours, une situation qu'ils ont vécue en entreprise, comment ils peuvent en faire un tuto YouTube. C'est un peu comme ça qu'il faut le présenter d'ailleurs, pour être un peu dans la mouvance. Alors bon, vous savez que Gmail est tombé, Google est tombé pendant 2 heures aujourd'hui. Il faut se poser la question aussi, si ça arrive plusieurs fois, comment on est hyper dépendant de tous ces GAFAM. Mais ça, c'est un autre sujet, ça pourrait faire une soirée à part entière. Mais donc voilà, c'est comment on fait un peu la classe inversée. Comment on les rend aussi formateurs, quelque part, animateurs de leur savoir ou de leur questionnement, tout simplement. Ça peut être aussi mettre en scène une problématique professionnelle qu'il n'a pas réussi à résoudre et donc il s'adresse au reste du cours en posant sa problématique. Mine de rien, il faut l'écrire, il faut choisir les contextes, il faut choisir le mot, je vais m'habiller différemment, on travaille aussi sur la tenue. Et au bout du compte, tu as quand même un livrable qualitatif qui peut être un objectif, un moment pédagogique global. Et ça repose la question comment le formateur change de posture, parce que c'est la question du formateur aussi centrale, bien sûr, c'est comment il devient de professeur
à quelque part un peu plus médiateur et animateur, accompagnateur même. On parle d'accompagnateur pédagogique là dans la séquence qu'on a vécue. Ça, c'est des métiers qui sont en train d'être en émergence. Et d'ailleurs, on a fait une étude et on a profité qu'ils avaient été embarqués en digital. Et les trois principaux... Les choses qu'on a retenues de cette enquête, de ces jeunes de 240 retours qu'on a eus, je l'ai analysé, c'est la question de l'accompagnement. Elle est fondamentale, elle ressort à peu près à 45 ou 50%, c'est quasiment la moitié des réponses sur qu'est-ce qui est important pour vous quand vous vivez une expérience en distanciel et globalement de formation engageante, c'est la question de l'accompagnement, la question de recréer du lien en transverse et plus en descendant. Et la troisième, c'est... l'intérêt pour les contenus quand même, ça reste quand même un sujet important qui arrive dans le top 3. Et alors, on a parlé du figital, je pense qu'il est bien défini. On a un petit exercice pour vous à la fin par rapport à ce terme-là d'ailleurs sur les rooms. Mais il y a aussi la question de l'engagement, parce que la question de l'engagement, c'est aussi un concept fort, clé, dans les recherches dans la science de l'éducation. Et donc, comment tu pourrais nous définir cet engagement ? Alors déjà, je vais rebondir sur ton exemple du Rapid MOOC. On voit bien que en soi, c'est le digital et l'objet de la formation en même temps que le support d'animation de la formation. Et du coup, ce qui est cœur dans ton exemple, c'est en fait le principe d'activation de l'apprenant et comment on le rend acteur de son parcours, de ses apprentissages. Et donc, on le place au cœur. Et cette notion d'engagement, on voit bien qu'elle est directement liée à cette question de la participation. Alors, évidemment, sur un plan théorique ou opérationnel, on voit que énormément de définitions coexistent et que les définitions très opérationnelles ont évidemment leurs limites. Quand je pense à l'Employee Net Promoter Score, qui est censé mesurer l'engagement des collaborateurs et qui en fait se réduit à une mesure sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez votre entreprise à une autre, et ça, ce serait censé mesurer l'engagement des collaborateurs. Bon, on voit tout de suite les biais. Alors, d'un point de vue scientifique, ce qui permet de définir l'engagement, c'est la persistance du comportement et l'entrée dans des schèmes d'action cohérents. Ça veut dire que une personne est engagée quand elle agit de manière cohérente par rapport à un objectif qu'elle s'est fixé et que son comportement ne varie pas ou que très peu dans le temps. Alors, nous, on a tenté d'analyser cette notion d'engagement dans cette recherche à laquelle tu as participé, Pascal, à partir d'une approche qui est celle de l'approche par les capacités, qui est issue des travaux du prix Nobel d'économie Amartya Sen. Et alors, l'approche par les capacités, ça pourrait demander une bonne demi-heure si on voulait aller au fond des choses. Mais, moi, j'ai appris ce concept dans la recherche, donc déjà, j'ai appris une chose importante. C'est tout à fait. Mais c'est l'idée, c'est de se dire qu'un environnement de travail ou de formation est capacitant et engageant à partir du moment où il met en capacité les apprenants d'apprendre et de créer monter. Les conditions, quoi. C'est exactement ça. C'est comment on crée les conditions. L'intérêt de cette approche, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on va appeler une approche ressourciste ou une approche individualisante. Alors, pour le mettre en mots, une approche ressourciste, c'est considérer qu'à partir du moment où on donne les ressources, les gens apprennent. Donc, il y aurait une espèce d'effet mécanique. On met des ressources, on donne du contenu, peu importe la manière dont il est intégré, les gens apprennent. Donc ça, c'est évidemment un biais, et c'est le biais de beaucoup d'organisations, de considérer que, non, nous, il n'y a pas de problème, on fait de la formation. Et, je pense au centre de ressources qu'on a tous vécu dans notre enfance. Allez-y, regardez, tout est là pour vous. Et puis, tu as la femme ou l'homme qui était derrière son micro, et puis qui... toi, tu n'apprends pas, c'est pas bien. Mais c'est ça, je vois quand tu dis ça, je vois ça. Ouais, c'est exactement ça. Et l'autre biais, c'est une approche individualisante ou psychologisante dans laquelle la seule responsabilité du fait d'apprendre tient aux compétences et aux prédispositions individuelles de l'apprenant. Or, le déterminisme dans tout ça. Quoi. Exactement. Or, l'approche par les capacités, justement, elle montre que c'est plutôt l'apprentissage, le fait de pouvoir apprendre, c'est la rencontre entre ces ressources qui sont mises à disposition et des appétences et des dispositions individuelles à l'acte d'apprendre. Et d'ailleurs, et on en a parlé dans notre recherche, il y a
toutes ces Fab Labs qui sont en train d'exploser, déjà depuis un moment. Et il y en a une, alors je ne sais plus où elle est sur Paris, ça s'appelle la ressourcerie. Et c'est sur Paris, je crois, c'est ça. Et je trouve très intelligent le concept, j'y suis allé. Et c'est effectivement de monter de façon assez maligne pour que tu aies envie de toucher, tu as envie de te rendre compte du truc. Moi, je suis allé dans 2-3 Fab Labs. Déjà, tu as des gens qui transpirent une certaine émotion. Et je pense que peut-être c'est important, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on s'en est... c'est aussi des phénomènes qu'on a relevés, effectivement. La dimension de l'émotion est importante. Et tu sens quand tu rentres dans ces lieux-là qu'il y a des gens qui sont engagés sur apprendre autrement, et tu sens qu'il y a comme une idée de venez faire ce que vous avez un peu envie de faire, mais on vous a mis les conditions pour. Alors je sais pas, je le définis comme ça, sans doute il faudrait, mais est-ce que au bout du compte, dans nos entreprises et dans ce qu'on réussit à apporter en termes de formation, il ne faut pas déconstruire un petit peu certaines choses avant de basculer sur autre chose. Moi, c'est aussi l'enseignement de cette recherche collaborative, c'est de se dire, au bout du compte, déconstruire des schémas, parce que ce sont des schémas qui déjà nous suivent nous, donc on porte avec une certaine vision de ce qu'on a vécu. Et c'est quand même pas simple de déconstruire avec une équipe de formateurs, notamment qu'il va plus être le cœur et le pied central, j'allais dire, dans une salle de cours. Et puis la salle, d'ailleurs, elle existe peut-être plus, ou différemment. Ouais, en tout cas, son rôle, il doit évoluer. Et comme tu le disais, il n'est plus là pour simplement apporter un savoir. Et il doit être, malgré tout, en capacité d'apporter du savoir. Mais sa fonction, elle dépasse largement aujourd'hui ce cadre. Et il doit être un accompagnateur, un facilitateur, peu importe comment quel terme on prend. Mais c'est quand même l'idée qu'il est au service de l'apprentissage et de l'apprentissage restant individuel. Donc, il doit être au service des individus qui sont là pour apprendre. Alors, nous, ça, c'était déjà dans notre projet pédagogique, si je puis dire, de se dire comment alors, sans déconstruire, parce que ça peut être un peu hasardeux, et puis ça peut être contre-productif, mais c'est comment on remet en cause et comment on accompagne sur autre chose, surtout. Et notre cœur, qui reste, mais qui a été renforcé avec cette recherche collaborative, c'est la question de l'accompagnement. Je le disais, je pense qu'il y a des métiers où nous, on s'est rendu compte qu'on avait un cœur de métier qui correspondait un peu à ça déjà, qu'il faut sans doute faire évoluer, c'est le coordonnateur pédagogique. Chez nous, les coordonnateurs pédagogiques, ce n'est pas des formateurs, ce n'est pas des administratifs, c'est bien des gens qui accompagnent la bonne réalisation de la formation. Parce qu'on a une chance, et je pense que c'est une vraie chance, c'est qu'on est un CFA hors les murs. Donc, on fait appel à des partenaires. D'ailleurs, je salue l'IFCV, qui est un de nos partenaires historiques et est présent avec nous, avec qui on a eu un échange sur ces sujets, d'ailleurs. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il faut quand même emmener des pratiques un peu ancestrales. On s'est tous projetés dans ce métier. Les formateurs sont projetés aussi avec une image qu'ils avaient reçue du professeur. Donc, il y a forcément un phénomène de... Tu recrées des choses, et là, moi, je rêve d'une chose, je l'ai déjà dit, mais on y arrivera, c'est de construire des plannings avec des blancs. Parce que ces blancs, ce n'est pas fait pour rester blanc, on est bien, vous l'avez compris. C'est de se dire comment nous, dans l'alternance, dans l'apprentissage, on va utiliser, comme tu l'as dit, l'acteur, le premier acteur à remettre au cœur, c'est l'alternant, c'est l'apprenant, qui a cette double vie. Donc il va vivre des expériences en entreprise, il apprend, il se trompe, il échoue, il réussit. Et je pense que ça, on a encore un pan d'innovation à réfléchir ensemble sur les gens qui travaillent plutôt dans l'alternance, pour que l'alternance, ce ne soit pas des temps collés les uns aux autres. Une semaine en entreprise, tu vas aller travailler en entreprise, bon, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, ça ne suffit pas. On va essayer que tu deviennes acteur et que tu ramènes des choses. Et je pense que pour le coup, et là, ça va faire la transition sur le troisième, pour aller sur le digital et le distanciel aussi, comment tout ça, ça peut s'interconnecter. Mais je pense que là, de fait, on est obligé de mettre du distanciel dans l'apprentissage, puisqu'il a deux vies, avec deux unités de lieux différents. Et je pense qu'on peut, pour le coup, les unités de temps les rapprocher. Ce n'est pas parce qu'il est en entreprise qu'il ne peut pas préparer, sous forme un peu de classe inversée ou de demandes spécifiques, qui pourraient arriver au formateur et dont le formateur pourrait s'accaparer les choses. Et pour nous, on pense que dans l'engagement, tenir compte des problématiques des individus ou qui résonnent à d'autres, ça peut être une cause aussi, et de se dire, je construis aussi mon ingénierie, mon parcours de façon dynamique, interactive, pour qu'au bout du compte, on ait des blancs qui sont remplis par les apprenants. Et alors donc, en quoi les environnements de formation Figito sont-ils
engageant, et puis peut-être aller sur aujourd'hui, s'il fallait transposer tout ça dans du distanciel, comment il faudrait peut-être faire ou pas faire, ou au moins les pistes, quoi. Alors, sur la question de en quoi ces environnements sont-ils engageants, ils peuvent l'être, mais c'est pas parce qu'on est en Figital qu'on a automatiquement créé un environnement engageant. Mais bon, malgré tout, une fois qu'on a dit ça, ces environnements Figito, ils peuvent être évidemment considérés comme des innovations pédagogiques au service de l'engagement dans l'apprentissage. Alors, 2 éléments me permettent, au terme de cette recherche, d'appuyer un peu ça. Le premier, c'est que l'outil utilisé, que ce soit un smartphone, une appli, un casque de réalité virtuelle, excusez-moi, le plus important, c'est que cet outil, il serve l'objectif pédagogique visé, évidemment. Dans une formation à la vente, intégrer un casque de réalité virtuelle pour simuler une situation de vente, évidemment que ça a du sens, parce que ça permet de se couper du regard des autres, de sortir de la simple simulation par jeu de rôle devant les autres, devant le regard des pairs. Donc, on peut avoir peur de se tromper, de mal faire, d'être jugé par les autres. Donc, cet outil, dans cette situation, peut être engageant parce que justement, il permet de se soustraire un peu au regard des autres. Puis évidemment, il y a utiliser un casque de réalité virtuelle pour ne parler que de cette modalité. Il y a évidemment un effet un peu waouh, engageant parce que décalé, on ne s'attend pas à trouver ce type d'outil en formation. Et donc, il y a un effet de surprise qui participe à la dimension expérientielle, au sens je vis une expérience nouvelle, inédite, et voilà. distinctive. Exactement. Bon, il y a un moment, ça sera plus inédit, donc il va falloir aussi se dire que l'effet waouh, plus on va y aller, et moins. Et d'autant plus pour les nouvelles générations qui vont de plus en plus utiliser ce type d'outils. Mais l'avantage aussi, c'est que du point de vue du formateur, ça va faciliter l'appropriation de ces outils, puisque ce seront déjà des outils utilisés dans la vie privée. Le deuxième élément, qui est évidemment un peu le corollaire de ce dont tu viens de parler sur la dimension expérientielle, c'est que l'intégration de ces outils digitaux, évidemment, enrichit la formation et l'expérience par le côté gamification ou ludification du contenu et de la formation. Évidemment, ces outils permettent d'aller plus sur des modes de challenge, de confrontation, des systèmes de points, donc qui participent aussi d'une expérience plus ludique de la formation et un peu en rupture avec le modèle très scolaire qui a été la norme jusqu'à il y a pas qui reste encore la norme dans beaucoup d'organisations. Donc alors, s'il faut reprendre, et on l'espère pas, une obligation à marche forcée de la distanciation pédagogique, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'on peut, sans donner des recettes, parce qu'on n'est pas là, on l'a bien dit, c'est pas la baguette magique, mais qu'est-ce qui pourrait se retranscrire? Est-ce que, par exemple, des outils comme Bicast peuvent améliorer une expérience distancielle digitalisée? Alors oui, évidemment, mais encore une fois, il s'agit de questionner les conditions d'utilisation. Il s'agit aussi de questionner le niveau de maturité des apprenants sur ces outils. Proposer des séminaires de formation via Teams à des personnes qui n'ont jamais utilisé ce logiciel, de suite, on sait que... Et nous, on a animé pas mal de séminaires via Teams en y ajoutant l'outil Klaxoon. La première réaction des personnes, c'est de dire « Oh là, j'ai jamais utilisé ça. » Deux plateformes à gérer en même temps, parce que c'est ça concrètement. Mais tout à fait. Donc, ce type d'outil, oui, peut participer à l'engagement parce qu'il permet de créer des ruptures dans la formation. Le côté descendant, il permet de faire participer les apprenants à l'élaboration des contenus, à proposer des éléments. Mais voilà, tout ça,
Je pense qu'il faut acculturer les gens à l'utilisation de ces outils, faciliter leur appropriation de ces outils, et puis les replacer dans une logique pédagogique, faire du klaxon ou du bicast ou n'importe quoi pour faire, parce qu'on a l'outil disponible, on sait que c'est jamais la solution. Donc il faut que ça serve un propos bien précis. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'en rester à des généralités, mais sur... Moi, je vois, par exemple, on a fait là, le séminaire d'équipe. Les 27 personnes étaient chez elles, à distance, et c'est un pâtissier qui est intervenu. On a fait des cookies, voilà, pour avoir le côté plus ludique. Et c'était entrecoupé de quiz, et il nous l'a fait faire sur le téléphone. Donc, on avait et le téléphone et l'ordinateur. Ça présuppose quand même qu'on a un niveau d'équipement qui est doux. Enfin... le troisième cas, je crois, ou le deuxième cas dans l'enquête qu'on a menée, pourquoi avez-vous décroché, en gros, ça reste la fracture numérique quand même. Hein, et là, on est en Île-de-France, il faut se projeter aussi sur tous les territoires. La question du digital distancié, elle reste encore beaucoup liée à la technicité et au niveau d'équipement. Et on sait que plus on descend dans les niveaux, et forcément, plus le niveau d'équipement... Voilà. Donc ça, à mon avis, nous, c'est l'enseignement qu'on en tire aussi sur ce qu'on vient de vivre là, c'est que digitaliser les pratiques, les distancier, ok, mais être conscient du niveau de pratique et du niveau d'équipement. Et ça ne va pas jouer de la même façon. Alors quand il y a les deux, faut... Merci Pascal. Pierre, pour ce premier échange. On voit qu'il y a donc des outils, des process, mais aussi des hommes, et tout ça est nécessaire pour donner l'envie. On le voit pour que ce que l'on veut faire fonctionne et qu'on atteigne les objectifs. On va donc passer maintenant en salle virtuelle. Vous allez pouvoir échanger entre vous sur vos propres expériences, sur vos pratiques. Et puis, avec un exercice on vous propose de faire, c'est de nous trouver le bon terme pour remplacer ce mot de figital que nous utilisons depuis quelques mois. Et nous découvrons qu'en fait, ce n'est pas forcément le bon terme. Donc, un petit travail. Rendez-vous à 19h pour poursuivre nos échanges avec notre invité. À tout de suite.